Je me demande bien ce qu'il y a sur cette cassette. Ah ouais, pas mal! The Legend of Ruby Sunday est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le docteur demande l'aide de Unit pour résoudre le mystère de la femme qu'il croise partout sur son passage et celui de la naissance de Ruby Sunday. Tout d'abord, c'est la première partie d'un final, donc évidemment beaucoup de mes attentes ou de mes questions par rapport à cet épisode auront des réponses à l'épisode suivant et mon appréciation risque de changer énormément. On s'attendait à un épisode extraordinaire, avec une fin assez similaire à celle qu'on a eue, mais finalement le reste de l'épisode, c'est énormément d'exposition. J'ai vraiment l'impression qu'on nous a gardé le grandiose pour l'épisode suivant. Ce qui est logique, parce que vu le nombre de questions qu'on avait, forcément il faut faire beaucoup d'exposition. On a peut-être un peu trop. On est face à un enchaînement d'infos, ça blabla tout le temps, on passe d'un sujet à l'autre en permanence, c'est très très découpé. Mais mine de rien, on reste pris d'un bout à l'autre. Et à la hauteur du niveau d'épique qu'on attend d'un final de Doctor Who, alors c'est très confus, mais c'est voulu, on est vraiment censé être dans ce truc où le docteur ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, mais c'est vrai que au premier visionnage en tout cas, on se demande quand même, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est dommage quand même qu'ils aient pas deux docteurs en 2024 pour les aider à résoudre cette situation, un dans la tour de Unit et un avec Susan Triad. Je pose ça là. Hein. Il se repose là, laisse-le Oui, se reposer. il se repose. Puis en plus, on sait qu'il est là, parce que le 15e docteur demande comment va ton oncle à Rose. Et que l'oncle de Rose, c'est le 14e docteur. Mais il se repose, il est pas là pour sauver le monde. Le monde peut crever. Lui, il boit des margas sur la plage. En parlant de Rose, c'est chouette de la voir, même si elle est très transparente, hein, ça pourrait être absolument n'importe qui. L'intérêt, c'est les échanges avec Ruby. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre Ruby et Rose, même si Ruby elle-même, elle est pas super présente dans un épisode... Enfin, elle est là, mais elle sert pas énormément à grand-chose dans un épisode qui a son nom dans le titre et qui est censé reposer sur son histoire. Elle est un peu passive, en fait, dans tout ça. Ce qui est le cas de beaucoup de personnages, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y ait beaucoup de personnages, donc forcément ils peuvent pas tous être actifs. Mais pour revenir à Rose, pourquoi est-ce que c'est Rose et pas Donna qui travaille là? Et aussi, pourquoi maintenant il y a Maurice à la place de Shirley? J'ai l'impression qu'ils ont décidé de remplacer absolument tout le monde par des gosses à Unit. Et donc je disais, il y a beaucoup de personnages, mais en soi ça aide à donner du corps, parce que c'est normal qu'à Unit, il y ait plein de monde. Mais forcément, ça crée un petit sentiment d'insatisfaction par rapport à certains personnages, par exemple Carla, qui est là pour que dalle, à part le fait qu'il fallait l'éloigner de son appartement, parce que visiblement, Madame Flood est en train de manigancer quelque chose. Mais en soi, Carla, elle sert vraiment pas à grand-chose. Et elle est évincée comme si de rien n'était, elle a même pas le temps de réagir vraiment. Donc on a vraiment l'impression qu'elle est présente à Unit uniquement pour que Madame Flood fasse ce qu'elle va faire avec Cherry. Moi, je l'avais pas vu comme ça. Ah ouais? Enfin, je pense pas qu'elle ait quelque chose à faire avec Cherry, en fait. Je pense juste c'est que, bah là, elle attendait la tempête et qu'elle soit chez elle ou là, ça change pas grand-chose, c'est juste pour qu'on la revoie. Je sais pas, après, Ouais, mais dans ce cas-là, à quoi sert Carla Là, être éloignée de la maison pour le deuxième épisode, pour pas qu'elle Oui, soit bah chez c'est elle. ce que je viens de dire alors. D'accord, mais c'est pas pour laisser Mrs. Flood spécialement avec... Mrs. Flood, du coup, on a vraiment le mystère qui s'épaissit autour d'elle, la Revla qui fait un regard caméra. Est-ce qu'elle est liée à Sutek ou est-ce qu'elle est encore au-dessus? Si ça se trouve, Sutek, on nous dit c'est le plus grand machin, mais il s'est auto-proclamé le plus grand, hein. Parce que Sutek, moi je le connais de Pyramid of Mars, c'est juste un guignolo, hein. C'est un dieu quand même, Pauline. Non, il se prend pour un dieu. Normalement, dans les classiques, c'est pas vraiment un dieu. Il était là depuis le début, il était dans le décor de H.O. depuis le premier épisode de la saison. Nous, on l'avait mis pour rigoler. Mais non, c'est vraiment lui. Alors, comme je disais, c'est absolument pas le Sutek qu'on s'attendait à voir. Rien à voir avec le Sutek de Pyramid of Mars, à part que il aime la destruction et la mort, mais c'est absolument pas la même ampleur. Là, c'est un dieu du Panthéon. Enfin, pour le coup, on a vraiment un retcon du personnage de Sutek. Il n'a plus rien à voir. C'est en gros, c'est le personnage des classiques, on a pris ses ambitions et on a décidé qu'elles étaient vraies. Mais du coup, ça marche absolument pas avec l'épisode classique parce que Sutek, il date pas il attend pas depuis des milliards et des milliards d'années. Enfin, pourquoi pas en soi, mais ça me donne un peu l'impression que RTD, il avait une idée qui lui restait de Sutek de la dernière fois qu'il a regardé Pyramids of Mars et qu'il l'a pas revu entre-temps, de la même manière qu'il avait pas revu The Celestial Toymaker avant d'écrire le Toymaker dans les spéciaux. Et mine de rien, ça m'embête un peu que le showrunner en a un peu rien à foutre quand il fait des rêves d'aller vérifier si c'est crédible ou pas. Bref, après, c'est pas grave. Le principal, ce sera la façon dont Sutek est développé au prochain épisode. Oh, il est dégueu. Oh, il est mort. J'ai eu un fou rire. Il est horrible. En fait, je sais pas, quand tu imagines un dieu comme ça, tu imagines quelqu'un de grand, très classe, tu vois, enfin vraiment très
T'imagines pas un gros chien Ah non, mais il est horrible. Le pire, c'est qu'à un moment, quand ils sont dans la fenêtre temporelle, il y a Carla qui dit « Je le reconnais, c'est la bête ». Et moi, directement, bah forcément, j'ai vu la bête de la première RRTD. Je me disais, là, ils vont réussir à nous foutre un méchant aussi moche et tout. Mais je me suis dit ça en rigolant. Et non, ils l'ont fait. Après, c'est toujours pareil, il faut aussi voir dans le deuxième épisode. Ah bah j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus un retour à une forme plus humanoïde pour pouvoir dialoguer en fait avec les personnages. Parce qu'il a quand même vachement de la gueule dans les classiques, quoi. Mais bon, après je comprends, bon bah c'est pour faire le cliffhanger et tout ça, mais il est vraiment moche, quoi. Du coup, ça m'a fait un blocage sur la fin. Je me suis dit, mais non, ils peuvent pas avoir fait Sutek aussi moche. Victoria, quand elle a regardé l'épisode, pas du tout peur de Sutek. Elle s'en fout complètement. Par contre, Suzanne Triad, pardon, en... Mais ça, c'était cool. Le design, les maquillages de Suzanne Triad et Harriet, je crois, à Unit, étaient super cool avec cet aspect crâne sur le dessus et complètement émacié. Magnifique! C'est les momies, en fait. Ben ouais, c'est ça, c'est les momies. On a mis la momie dans le décor. Elle est là derrière, c'est les nouvelles momies. Les momies, c'est les serviteurs de Sutek. Mais d'ailleurs, on a quand même pas mal retiré à Sutek le côté dieu égyptien qu'il a. Ça reste vague, il y a quelques inspirations, mais disons que dans Pyramids of Mars, c'est clairement les Osiriens, ils ont inspiré les dieux égyptiens, et donc c'est pour ça que les dieux égyptiens ressemblent à ça, c'est parce qu'en fait, ils ressemblent aux Osiriens, qui est une espèce alien, en fait. Après, c'est Seth quand même, tu vois. Enfin, c'est... De quoi ? Oui, c'est Seth quand même. Enfin, t'as quand même le chien, enfin, ça fait une forme très égyptienne quand même, tu vois. Bah, ils ont quand même gardé la base, quoi, mais je pense qu'ils ont voulu éloigner ça de la mythologie égyptienne, vu que c'est plus la même chose, vu que justement, ils ont modifié complètement l'origine du personnage. Tu sais pas si le second épisode va pas expliquer pourquoi c'est devenu un dieu du Panthéon. Bah, ça pourrait être intéressant, mais le truc, c'est que je pense que dans tous les cas, ça expliquera pas le fait qu'à la base, c'est juste un clampin d'une espèce alien, et que là, c'est devenu un mec qui est censé être là depuis les temps sombres, voilà, énorme, qui domine tout le monde, tu vois. Il a été envoyé quelque part par le docteur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce truc, tu vois, c'est peut-être un truc dans le temps qui fait qu'il est revenu avant. J'imagine que ça sera pas expliqué en vrai, mais... Je pense qu'il y aura pas d'explication, mais sait-on jamais. C'est ce que je disais au début, si ça se trouve, en fait, il y a des trucs qu'il a, bon, par exemple, gênés ou qui restent en suspens, et on aura la réponse au prochain épisode, on verra. Il y a un truc que j'ai adoré dans l'épisode, c'est que on nous piège avec Suzanne dès le début. On nous le dit trop vite au début de l'épisode. Je dis, c'est pas ça. J'ai continué à me dire, non, c'est clairement pas elle, il y a anguille sous roche. Mais le fait qu'on nous fasse le truc de l'anagramme qui fait Estriade, ça fait Tardis, et que tout le monde dans la salle a fait, bah oui, on l'a vu, parce que c'est flagrant, en fait. Ça m'a fait énormément rire. Mais le fait qu'en réalité, ce soit un autre anagramme qu'il fallait regarder, c'est super cool. Il est vrai qu'on a recommencé à avoir des doutes sur Sutek à partir du moment où Suzanne Triad dit à Mel « Appelle-moi Sou », et Julien immédiatement a dit « Ah ouais, comme Sutek !» Et donc forcément ça nous a remis Sutek en tête à ce moment-là. Je pense pas que les gens qui ont pas suivi les théories se soient dit « Ah, dis donc, Suzanne Triad Technologie, ça peut faire Sutek vu que son surnom c'est Sou !» Disons que bon, je pense que c'est parce qu'on est trop imbibés dedans, quoi. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est si compréhensible que ça, tout ce qui se passe pour des gens qui débarquent. On rappelle que c'est censé être une saison 1, une saison pour ramener un nouveau public, et de manière générale, c'est une saison qui reste quand même beaucoup sur les acquis de ce qu'il y a d'avant, au niveau du rythme, au niveau de ce que ça nous présente. Je sais pas si c'est ultra clair pour des nouveaux arrivants. En tout cas, de ce que j'ai vu, les réactions des gens qui disaient qu'ils regardaient avec leur famille et qui sont pas des fans de Doctor Who, il y en a pas un qui disait que sa famille avait compris ce qui s'était passé à la fin. Du coup, si vous êtes des nouveaux spectateurs, dites-moi si vous avez compris ce qui s'est passé à la fin. Je suis sûr, RTD, il est deg que le truc de Sutek ait été deviné. Parce qu'il a tellement fait exprès de mettre Tardis pour orienter tout le monde sur Tardis. Et sur Suzanne. Et sur Suzanne. Et en se disant, ah, les gens verront pas derrière que j'ai mis Sutek. Je suis sûr, il est deg que les gens aient deviné ça, en fait. Sur notre vidéo sur les théories, du coup, forcément, on parlait de Sutek, on parlait de Suzanne, on parlait du Tardis et tout ça. Mais il y a aussi des trucs qu'on a évoqués qui, en fait, sont cités dans l'épisode. Genre, il mentionne le trickster. Donc ça veut dire, je pense, qu'il s'est douté que les fans allaient faire le lien avec le trickster, et que du coup, il l'a foutu en ref. Donc je pense qu'il avait quand même pensé au fait que les fans, ils allaient comprendre.
En plus, les premières images promo, ça ressemblait au sarcophage de Sutekh. Et nous, à chaque fois, ça nous y fait penser. Parce que c'est vraiment la même chose, l'intérieur. Donc j'espère que dans le prochain épisode, on aura le sarcophage de Sutekh, parce que ces images promo, elles sont magnifiques, et j'ai envie de voir ça dans la série. Bon, du coup, on va retourner sur Suzanne Triad. Suzanne Triad, j'espère qu'elle est plus qu'une messagère. Elle n'a pas un nom qui fait Harbinger. Donc c'est que c'est probablement pas une messagère. Elle est probablement plus que ça. En plus, elle a les rêves. Pourquoi est-ce que ces rêves sont projetés ? On a encore plein de mystères autour de Suzanne Triad. J'espère que ça va pas s'arrêter là. J'espère qu'on aura vraiment des réponses au second épisode. Et de la même manière, on a aussi 0 réponse pour l'instant par rapport au mystère de Ruby. Donc ce sera sûrement pour le prochain épisode. Ah, et aussi on les a rajoutés. Ce qui est probablement un mystère pour la saison 2, c'est quand dans Unit, ils sont en train de dire, oui, dès qu'il y a un génie de la tech qui arrive avec une technologie un peu bizarre, un peu alien et tout ça, on a tendance à le surveiller. Et ils disent, ouais, il y en a un qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore réussi à lui mettre la main dessus. Si ça peut juste être une blague sur... genre sur Elon Musk, par exemple, un truc comme ça. Ça peut juste être une blague, ou ça peut être un nouveau mystère qu'on commence à nous installer. Donc à garder quand même en mémoire. Et aussi, c'est quoi l'appli, là, de Suzanne Triad ? Je sais pas si on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette application. Ça me paraît étrange que ça mène à rien, qu'on nous dise pas ce que c'est. Donc à voir aussi au 2e épisode si ça aide pas à la résolution. Enfin bref, on verra. Ah, et je trouve que si on n'a pas suivi le mystère Suzanne Triad, bah c'est amené quand même de façon super brutale au début de l'épisode. J'aurais préféré que la scène pré-générique, ce soit une scène d'une aventure random, complètement basique, du Docteur et de Ruby, et qu'il tombe sur une nouvelle version de Suzanne Triad, enfin de Suzanne Twist, et donc c'est pour ça qu'ils décident d'aller à Unit. On a eu les teasings au fil des épisodes où ils reconnaissent ça, mais je suis persuadée que les gens qui sont pas très physionomistes et qui ont pas suivi les théories doivent un peu avoir l'impression que ça tombe de nulle part. Et pour ce qui est Suzanne, la petite fille du Docteur, je trouve qu'on insiste beaucoup trop dessus pour que ce soit innocent. Pour moi, ce sera pas cette saison qu'on va la revoir, mais on va quand même se méfier pour les saisons 2 ou 3. Et c'est quoi cette histoire de Docteur qui a pas eu d'enfant et qui a une petite fille? Parce que si on reprend The Devil's Cord, il dit que des enfants, il en a eu et qu'il en aura. Alors ça peut juste être pour montrer que la vie du Docteur, c'est un sacré imbroglio, un méli-mélo spatio-temporel. Pareil, ça reste en suspens, et je pense que c'est à garder sous le coude pour plus tard. Profitons-en pour parler un petit peu du Docteur. J'ai rien à dire sur l'interprétation de Ncuti Gatwa, il est incroyable. En toutes circonstances, il l'a été dans tous les épisodes de toute façon. C'est vraiment plus par rapport à l'écriture du Docteur, enfin, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller demander ça à Unit ? En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient artificielles. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de demander à Unit de rechercher cette meuf ? Est-ce qu'il peut pas le faire tout seul ? Pourquoi est-ce que ils se mettent à bûcher sur le cas Ruby et aller à la fenêtre temporelle 65 minutes avant le discours de Suzanne Triad qu'ils attendent depuis perpète ? Ça paraît quand même être beaucoup de facilité pour faire avancer le scénario et pour dire « Ouah, dis donc, tout se passe en même temps, c'est quand même un sacré hasard ». Mais ouais, de manière générale, je trouve vraiment que l'épisode, son défaut, c'est de trop nous exposer les trucs, un peu, genre, vas-y, mange, et d'utiliser beaucoup de ficelles pour que tout tienne. Sauf qu'en fait, ça donne une impression un peu forcée et qui est pas naturelle. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu pub. Tu vois, c'est pas vraiment ce qu'on a vu, c'est pas un épisode. C'est vraiment préparation au final, en fait. C'est une grosse pub, et la fin me fait vraiment ça, tu vois, avec tout le sous-tech qui apparaît. Ouais, mais déjà, oui, rien que le nom qui s'affiche, Sutekh. Vraiment, Sutekh, il avait que ça à faire, il était sur After Effects, en train de faire son petit logo pour le faire apparaître à la fin. Mais pourquoi est-ce qu'il contrôle les écrans ? Pourquoi est-ce qu'il modifie le texte sur les écrans ? Il peut faire ça, Sutekh, maintenant ? Il peut tout faire, Sutekh, c'est le plus grand de l'univers ! En fait, ça, c'est toujours pareil, on verra au prochain épisode, parce que... Oui, on verra les pouvoirs. C'est pas un Harbinger de quelqu'un d'autre, tu vois, enfin, c'est toujours la même chose. Bon, je sais pas, ils nous le vendent quand même comme étant le plus grand et tout. Mais j'aimerais bien qu'en fait, ce soit pas le plus grand, mais que ce soit le plus grand autoproclamé, qui, ça, pour le coup, collerait super bien au personnage de Sutekh des classiques. Et pourquoi les autres en auraient peur ? Mais ils ont peut-être pas peur de lui. Ils auraient peur de quelqu'un d'autre et qu'ils pensent, ils disent c'est de moi qu'ils ont peur. En vrai, ça serait un peu rigolo. Ça serait rigolo, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas, je pense que c'est vraiment lui. Voilà, on a bien pu dire que quand même c'était rushé cet épisode, quand même Sutekh, voilà. Donc on va pouvoir parler de la meilleure partie de l'épisode, qui est la VHS, enfin la fenêtre temporelle avec l'aspect VHS. C'est une scène qui est mystérieuse, qui est flippante. Le moment où il y a l'espèce de glitch avec la forme qui avance super vite, j'avoue que j'étais un peu pas bien. J'ai vraiment cru tout du long qu'elle allait qu'on allait avoir une espèce de jump scare avec elle. Enfin, j'étais vraiment angoissée devant cette scène. Par contre, Docteur, je suis désolée, t'es quand même pas très fut-fut. C'est quand même évident que elle monte le TARDIS.
Et je pense que ce qui marche bien avec cette scène, plus qu'avec la scène finale, c'est que on a ce côté, on sait pas ce que c'est. C'est vraiment... C'est toujours pareil, c'est beaucoup plus angoissant de ne pas savoir à quoi on fait face, plutôt que de découvrir ce à quoi on fait face. Fait amusant, la caméra de surveillance, elle a été prise à 66 mètres, nous dit l'épisode, en VO aussi. 66 mètres, c'est 73 yards. Et on voit pas le visage de la femme. Bizarre quand même, non, comme coïncidence. Donc vu que toute cette partie-là reste quand même super mystérieuse, tout ce qu'il y a autour de la naissance de Ruby, on n'a aucune réponse pour l'instant. Et d'ailleurs même pourquoi est-ce que Sutekh est apparu à ce moment-là? Est-ce qu'il est apparu autour du TARDIS à ce moment-là? Est-ce qu'il est apparu autour du TARDIS à la fin de l'univers avec White Blue Yonder ou je sais pas quoi? Ce qui me semble étrange vu qu'on a déjà eu une apparition de Susan Twist avant. On a plein de questions en attente. J'ai un peu peur que l'épisode final rush pour réussir à répondre à tout. Après, il est plus long que les autres de la saison, donc avec un peu de chance, on va réussir à justement avoir suffisamment de développement pour que ça paraisse crédible. Mais j'ai quand même vraiment peur que ça fasse court pour résoudre autant de mystères, quoi. Est-ce que la forme montre le TARDIS pour prévenir le docteur, parce qu'elle sait que le docteur est en train de regarder la VHS et elle se dit, elle le montre pour essayer de prévenir, Ouais. mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'elle ne sait pas que le docteur ne peut rien y faire, ou va pas comprendre. Soit elle le montre pour libérer Sutekh, pour réussir C'est soit est-ce qu'elle aide Sutekh ou est-ce qu'elle aide le docteur? Est-ce qu'elle essaye d'aider le docteur, ouais. Et genre Ruby qui revient dans la fenêtre temporelle et ça se repasse devant elle, elle a à nouveau la forme qui marche vers elle. C'est super intriguant. J'adore toute l'histoire qui se déroule autour de cette fenêtre temporelle et de cette VHS et du souvenir de Ruby Road. Limite, j'attends plus du final, ces réponses-là, que tout le truc avec Sutekh qui va vouloir détruire l'univers. Oh, il y a juste un dernier point dont j'ai pas parlé, qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais on n'a pas vraiment parlé de Kate. Kate, j'ai aimé la façon dont elle interagit avec le docteur, où elle est à la fois contente de le voir, elle lui rend le câlin qu'elle lui avait déjà fait d'elle-même dans The Giggle, mais qui était un câlin pour elle, et là c'est un câlin pour lui, j'ai trouvé ça mignon. Et en même temps, comment elle est saoulée. Il est là, il les prend pour des crétins à pas avoir compris l'anagramme TARDIS. Quand il veut faire rentrer quelqu'un dans le truc, elle lui dit non quand même, tu peux pas faire ça, paf, et vas-y, je te l'ai fait, et elle est là, mais vas-y, c'est bon. Ce qui pour le coup est très brigadier, très comme son daron, à être saoulé par l'attitude du docteur qui se croit tout permis. Par contre, ça c'est justement un truc, est-ce qu'on a besoin à chaque fois de rappeler qui est le brigadier Lethbridge Stewart? Alors je sais, les nouveaux spectateurs, voilà, machin. Là, ça fait 3 épisodes sur cette ère-là qu'on a Kate, et à chaque fois, on est obligé de nous rappeler Kate Lethbridge Stewart, la fille de son père, alors qu'en plus, jusqu'à présent, elle s'appelait juste Kate Stewart. Donc il y a vraiment une volonté de la raccrocher systématiquement à son père, qui m'attriste un peu parce que c'est un personnage à part entière. Donc j'aime bien qu'elle soit la fille du brigadier Lethbridge Stewart, mais j'aime bien qu'elle soit aussi Kate. Bref, je vais clôturer comme j'ai commencé cette vidéo. La plupart des réserves que j'ai peuvent évoluer avec le final, donc on va attendre de voir ce que celui-ci nous réserve. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Et vous, qu'avez-vous pensé de The Legend of Ruby Sunday? Dites-nous tout dans les commentaires. Zoubi les Arby, et à la semaine prochaine pour la fin de cette saison.